Le pape Jean-Paul II est finalement apparu à sa fenêtre aujourd'hui à midi lors de la prière de l'Angélus. Une apparition imprévue, son entourage avait affirmé que le pape ne serait pas visible aujourd'hui. Une vague de froid est annoncée sur la France demain avec des chutes de neige, y compris en Corse et sur une grande partie du littoral méditerranéen. Neige et verglas attendus en région PACA. La circulation sera donc délicate et la prudence s'impose. Le plan grand froid a été déclenché dans une soixantaine de départements. 20 sont passés en niveau d'alerte maximum. Le SAMU social invite tous les Français à se montrer solidaires à l'égard de ceux qui sont sans abri. Des records de froid pourraient être battus la nuit prochaine. Les blondes sont une espèce en voie de disparition. L'information est très sérieuse. Le gène de la blonde qui remonte à la déesse Aphrodite pourrait disparaître d'ici 200 ans. Enquête dans ce journal. Une cérémonie des Césars qui a oublié les favoris, ni les choristes, ni un long dimanche de fiançailles n'ont remporté les trophées escomptés. En revanche, c'est un triomphe pour l'esquive d'Abdelatif Kechiche. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un Jean-Paul II plutôt en forme qui a causé la surprise aujourd'hui à midi en apparaissant à la fenêtre de l'hôpital Gemelli au moment même où la prière de l'Angélus se déroulait place Saint-Pierre. Manifestement, on ignorait que le Saint-Père avait décidé de quitter son lit pour saluer la foule. C'est donc une bonne nouvelle pour les fidèles. Compte rendu à Rome, Gérard Grisbeck et Romain Potoczki. L'Angélus vient juste de se terminer sur la place Saint-Pierre. Alors surprise, à l'hôpital Gemelli, à la fenêtre du pape, règne une agitation. Jean-Paul II apparaît. À ses côtés, son secrétaire et le numéro 2 du Vatican. Peu de gens pensaient que le pape serait capable de donner sa bénédiction. D'ailleurs, la décision a été prise au dernier moment, après avis des médecins. Sur la place Saint-Pierre, personne n'est au courant, même pas Monseigneur Sandri qui, peu de temps avant, a lu le message du pape et a donné lui aussi la bénédiction. Un message dans lequel Jean-Paul II réaffirme qu'il reste à la tête de l'Église, que la Vierge Marie m'aide à accomplir la volonté de Dieu, a-t-il dit. Sur l'écran géant de la place, une photo ancienne du pape, pas d'image de Gemelli. Qui connaît ces papes se rend bien compte qu'il a une détermination extraordinaire et qu'il veut toujours aller en avant. Donc c'est sûr que c'est lui qui a insisté auprès de son médecin, qui d'ailleurs est sorti de l'hôpital en disant c'est le mieux qu'on pouvait faire. Et effectivement, le pape a pu apparaître en cachant grâce à un foulard le petit tube qui lui permet de respirer depuis son opération. Et en posant sa main sur la gorge, il a le réflexe de tous les patients qui ont subi une trachéotomie. Ces photos prises au même moment nous rassurent un peu sur la santé du pape. La bénédiction papale, en effet, a pris de court un peu tout le monde. Une apparition surprise pour la foule massée devant l'hôpital Gemelli, mais aussi pour les pèlerins, place Saint-Pierre, et même la télévision du Vatican n'a pas retransmis d'image car aucun collaborateur de Jean-Paul II ne les avait avertis. Claude Sampère et Nathalie Gallet. Il est apparu à la fenêtre moins de 2 minutes. Seulement quelques centaines d'Italiens et quelques dizaines de pèlerins étrangers avaient fait le choix de venir ce matin devant l'hôpital Gemelli. Pour eux tous, cette très brève apparition restera un moment gravé dans leur mémoire. C'était un moment très émouvant. Nous prions le Seigneur et la Madone qui lui donnent la force de surmonter la maladie. Il va mieux. Moi, je pense qu'il va mieux. Je ne l'ai pas bien vu, mais j'ai compris qu'il nous avait fait un signe de la main, derrière la fenêtre. Nous, on a vu seulement la main. Place Saint-Pierre, plusieurs milliers de fidèles et de touristes s'étaient déplacés. Pierre Thoré est venu avec sa femme et ses enfants comme chaque dimanche pour l'Angélus dominical. Nous espérons bien voir le pape. Ce serait une chose tellement magnifique de le revoir après ce qui s'est passé. Aucune image de l'apparition à l'hôpital ne sera retransmise en direct. Je suis un peu triste de ne pas avoir vu le pape, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de voir une église en marche, que cette église continue à vivre. En fait, ce n'est qu'en rentrant chez eux que les fidèles ont découvert l'image du pape ce matin. Une apparition qui, sans nul doute, pour beaucoup, va redonner un peu d'espoir. Et nous retrouvons en direct à Rome Gérard Grisbeck. Alors Gérard, il ne sera donc pas dit que le pape aura manqué un seul Angélus.
Oui, vous avez raison. En réalité, on a vraiment affaire à une personnalité hors du commun. Avec Jean-Paul II, l'histoire n'est jamais écrite d'avance. Alors, c'est vrai que demain, ici, nous aurons un nouveau bulletin de santé qui sera diffusé par le Vatican, sans doute vers midi. Les médecins nous disent que le pape va sans doute rester quelques semaines à l'hôpital avant de retourner au Vatican. Alors, quelques semaines, on nous dit, ça pourrait être 4 à 5 semaines. En tout cas, maintenant, ils vont être très prudents. Vous savez qu'on pense maintenant que l'une des difficultés qu'on a eues ces derniers jours, c'est justement parce que les médecins pensent qu'ils ont fait sortir le pape trop tôt la dernière fois. Donc ils ne veulent pas refaire la même erreur, quitte à le garder un peu plus. La deuxième question qui se pose, c'est évidemment de savoir s'il sortira d'ici avec ce petit tube qui lui permet de respirer directement. Finalement, c'est pas très gênant. Il peut continuer à avoir ce petit tube tout en étant au Vatican. La dernière difficulté, évidemment, c'est le fait que tant qu'il aura ce petit tube, et sans doute pendant une période après, il sera muet. Mais bon, il peut écrire, on peut transmettre des informations avec lui, et il y aura forcément à nouveau une polémique pour savoir s'il est encore capable de diriger l'Église. Mais encore aujourd'hui, il a dit qu'il n'était pas question de démissionner. Donc on a affaire vraiment à quelqu'un de très déterminé. Et on voit en effet la volonté dont il a fait preuve. Merci Gérard. À Wadowice, dans la ville natale du souverain pontife, une messe spéciale a eu lieu ce matin dans la basilique Notre-Dame. Les Polonais vouent un culte tout particulier à la Vierge, tout comme le pape Jean-Paul II. Reportage Stéphane Bretner et Emmanuel Beck. Au premier étage de cette petite cour, un 2 pièces modeste. Karol Wojtyła est né ici le 18 mai 1920, face à l'église. Et à Wadowice, on y voit un signe du destin. Pour la grande messe de midi, la basilique Notre-Dame est pleine à craquer. Évidemment, la prière est d'abord consacrée à la santé de l'enfant du pays, à ses souffrances. Sans vouloir se l'avouer, les fidèles savent bien que la fin de leur pape approche et qu'il faudra peut-être bientôt apprendre à vivre sans lui. Lorsque ce jour arrivera, ce sera une journée de tristesse, mais aussi de joie, parce que ce pape a fait beaucoup, presque trop pour Wadowice, pour la Pologne. Mais l'Église ne vit pas seulement avec la force de Jean-Paul II, elle vit surtout avec celle du Saint-Esprit. Dans cette bourgade de 30 000 habitants, il ne reste plus grand monde qui ait connu le jeune Wojtyła. L'enfant de cœur est parti pour Cracovie à l'âge de 18 ans. Mais à Wadowice, il est un héros, un modèle, et même plus que ça. C'est la personne la plus importante du pays. C'est un père pour nous, le meilleur. On peut en être fier. Il a sorti notre patrie de la misère pour en faire un pays libre. Même s'il y a encore beaucoup de pauvres, il a aidé chaque Polonais à vivre mieux. La dernière fois que Jean-Paul II est revenu chez lui, c'était en 99, lors de son 8e et avant-dernier voyage. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il ne reviendra jamais. En dépit des inquiétudes sur la santé du pape, les rues de Wadowice ne présentent aucun signe de préparation d'un hommage à Jean-Paul II. De toute façon, rien ne se fera ici avant le jour de la disparition du Saint-Père. En France, alerte météo avec une vague de froid venue du nord. Beaucoup de neige attendue demain dans tout le sud-est, y compris en Corse, où la circulation est déconseillée. Les directions régionales de l'équipement sont prêtes à intervenir pour saler et sabler les routes. La neige est déjà tombée dans l'est de la France aujourd'hui. Éléonore Gué et Vanessa Rouet. Les automobilistes alsaciens se sont laissés surprendre. Hier, Météo France avait bien annoncé l'arrivée de la neige, mais seulement de quelques flocons. Ce matin, avec 10 cm de poudreuse et des congères le long des routes, la circulation était particulièrement difficile. L'accident le plus grave, une collision entre 3 véhicules, a fait 2 blessés et entraîné un embouteillage géant sur cette route nationale. Ces intempéries, jamais vues depuis 1996 en Alsace, ont pris de court les équipes de la DDE. Ça a commencé à 4 h du matin avec des petites chutes de neige, donc on a fait un salage. On pensait avoir terminé et on a pris une averse de neige relativement importante tout de suite après. Il a fallu rappeler nos agents qui étaient déjà en cours de route pour rentrer à la maison. Et les agents de l'équipement n'ont pas fini de saler les routes. Cette nuit, ils seront sur le pied de guerre dans la plupart des régions françaises. L'hiver n'a pas dit son dernier mot. Nous allons avoir une intensification du froid, avec une arrivée d'une masse d'air froid vraiment de Scandinavie, qui va nous faire chuter des températures d'environ 2 à 3 degrés sur pratiquement toutes les régions de France. Pour demain, Météo France a lancé un bulletin d'alerte orange pour le sud-est de la France, où les chutes de neige vont s'intensifier. Demain matin, 10 cm pourraient recouvrir les montagnes corses, mais pour l'instant,
Pas question d'annuler le ramassage scolaire. Les consignes que je donne à mes chauffeurs sont de faire les ramassages, sauf si, bien sûr, on n'est pas inconscient. Si demain il y a de la neige et qu'ils ne puissent pas passer, ils ne prennent pas de risques, ils font demi-tour et ils rentrent. Mais la neige ne fait pas que des grincheux. Les gens sont plus détendus, j'ai l'impression, plus souriants, moins stressés. Ouais. Ça fait une atmosphère très feutrée, très sympa. Ouais. En Champagne, ce matin, il flottait comme un parfum de sport d'hiver. Jamais depuis 1971 un froid aussi vif n'avait été enregistré à cette période de l'année, c'est-à-dire presque à la fin de l'hiver. Une soixantaine de départements ont déclenché le plan grand froid, 20 sont passés au niveau 3, c'est-à-dire froid extrême, des dispositifs qui permettent d'augmenter la capacité d'accueil des sans-abri. À Marseille, justement, un SDF a été retrouvé mort hier dans un entrepôt. Beaucoup de sans-abri répugnent en effet à aller dans des centres qui sont pourtant ouverts pour eux. Un numéro d'urgence, le 115, reste à la disposition de ceux qui ont besoin de secours. Et puis il y a aussi les gestes de bon sens, une couverture que l'on donne, un bol de soupe que l'on offre. Reportage Laurent Di, Catherine Juste. 18 h, la nuit commence. Un vent glacial, les trottoirs qui gèlent. On pense à ceux qui vont dormir dehors. Que faire pour eux? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors je pense... Ce qu'il faut faire, il faudrait agir. Agir, c'est passer un coup de fil. Bonjour. Le standard de la détresse, c'est ici. Avec votre bébé? Quel âge il a? Des appels incessants. Your name, please. Your Dans family toutes name. les langues. Quelques minutes pour localiser la patrouille, trouver une chambre en urgence. Vous êtes déjà venu en France? Pour que l'action du SAMU social soit efficace, les renseignements récoltés par téléphone doivent être le plus précis possible. Pour cela, il ne faut pas hésiter à parler au SDF. Je regarde si je l'ai déjà eu. Discuter avec la personne, ça permet de savoir si elle a envie d'être prise en charge, de savoir dans quel état d'esprit elle est. Si c'est quelqu'un qui ne souhaite pas être prise en charge, qui est couverte mais qui mérite qu'on se déplace, c'est important qu'on sache si elle est très réfractaire à une prise en charge. On ne va pas envoyer les mêmes équipes. Je lui ai demandé si elle veut rien, elle est un peu agressive, quoi. Elle est pas méchante, mais elle dit qu'elle veut rien, mais elle est vraiment toute rouge, quoi, limite violette, quoi. Elle a vraiment très froid. J'essaie d'envoyer des équipes sur place, d'accord? Ok, d'accord. C'est moi qui vous remercie, madame. Plus de 20 équipages se relayeront toute la nuit à Paris. Mais dans la capitale comme ailleurs, l'entraide commence d'abord par un petit mot, un geste simple, une main tendue. En ces périodes de grand froid, les urgences des hôpitaux sont confrontées à de nouvelles pathologies, insuffisance respiratoire, problèmes cardiaques. Reportage aux urgences de l'hôpital Georges Pompidou, Sophie Mézel et Sébastien Lafargue. Embouteillage aux urgences. Pour ceux qui patientent, l'attente semble interminable. Entre 3 à 4 heures. Pour un bandage? Oui, absolument. Je préfère vous prévenir. Responsables, les vacances, les lits fermés, mais aussi le froid. Les personnes sans domicile fixe sont bien sûr les premières touchées. Plusieurs ont été amenées ici la nuit dernière, en état d'hypothermie. Les pompiers nous les ont amenés. On va dire que sur les 2-3 patients qu'on a pu recevoir, il y en a qui avaient 35 voire 34 de température. Mais il y a aussi les personnes âgées que le froid rend encore plus vulnérables. Elles sont accueillies pour une bronchite, un œdème au poumon ou une grippe. Cette jeune femme, elle, est comédienne. Il y a 3 jours, pour les besoins d'un tournage, elle est restée dans le froid, en pleine forêt, des heures durant. On a tourné de 8 h du matin à 14 h. Les épaules dénudées, puisqu'on avait des costumes d'époque. Sans une boisson chaude, sans rien à manger. On est resté comme ça dans le froid. Enfin, les personnes qui prennent certains médicaments, notamment des neuroleptiques, doivent aussi être particulièrement vigilantes. Leur traitement peut modifier leur perception du froid. Il faut éviter de faire des efforts, éviter de sortir quand il fait trop froid ou sortir accompagné. À la moindre douleur dans la poitrine ou au moindre essoufflement, s'arrêter, rentrer au chaud et éventuellement appeler son médecin. La nuit prochaine sera encore une nuit de tous les dangers. Météo France prévoit une fois de plus des températures largement négatives. C'est demain à Versailles que le Parlement se réunira en congrès pour étudier la réforme constitutionnelle ouvrant la voie au référendum sur l'Europe. 576 députés, 331 sénateurs devront travailler aussi sur le principe de l'adoption d'une charte de l'environnement, un sujet plus polémique. Explication Arnaud Boutet.
Ils reviennent et à Versailles, les bus de parlementaires font presque partie du décor. 5e réunion du Congrès en près de 6 ans. Tous connaissent la procédure et sur le fond, la première étape européenne devrait être une formalité. Le texte a été voté à l'Assemblée, au Sénat. Demain, 576 députés, 331 sénateurs doivent logiquement réviser la Constitution en vue du référendum sur la Constitution européenne. Il faut 3/5 des suffrages. Cette règle s'applique aussi pour la charte de l'environnement, qui ne fait pas l'unanimité. La charte instaure le principe controversé de la précaution, qui permet de saisir la justice en cas de risque sur l'environnement. À droite, certains, comme Alain Madelin, considèrent que ce principe va trop loin, d'autres s'en réjouissent. Si le principe de précaution avait eu lieu il y a 30 ans, on n'aurait pas d'amiante dans les bâtiments, et ça changerait quand même la vie, et ça n'aurait pas tué un certain nombre de nos compatriotes. Jacques Chirac veut que la charte soit insérée dans la Constitution. Mais le Parti socialiste critique la méthode. Europe, environnement, il faut séparer les deux débats. Nous voulons montrer notre désaccord avec la méthode et la manière, qui est aussi là, révélatrice de tout ce que j'ai dit auparavant, c'est-à-dire cette forme de gouvernement autoritaire, droit dans ses bottes, qui méprise tout le monde. Il me semble que le plus probable, c'est que nous ne prenions pas part au vote. Le Parti socialiste ne veut pas donner l'impression d'être sur la même ligne que Jacques Chirac. Demain matin, tous les parlementaires socialistes doivent se réunir pour arrêter définitivement leur consigne de vote. Le nouveau ministre de l'économie, Thierry Breton, s'est déjà rendu à 2 reprises dans ses nouveaux locaux de Bercy pour s'atteler à quelques dossiers avant la passation de pouvoir officielle qui aura lieu lundi. Et pendant ce temps, à France Télécom, son successeur a été nommé dans l'après-midi. Il s'agit de Didier Lombard qui occupait déjà les fonctions de directeur exécutif dans le groupe. Il y a 4 mois, Lord Anthony Ashley Cooper, comte de Shaftesbury, disparaissait mystérieusement à Cannes, où cet aristocrate âgé de 66 ans passait une partie de l'année. C'est sa 3e épouse, rencontrée dans un bar, qui a été arrêtée. Philippe Visserias. Sa disparition avait fait la une des médias en Angleterre. Lord Shaftesbury aurait en fait été assassiné. Cet authentique comte anglais de 66 ans partageait sa vie entre l'Angleterre et la Côte d'Azur. Connu pour son amour de l'alcool et des bars à hôtesse, Lord Shaftesbury a été vu pour la dernière fois le 6 novembre dernier dans un grand hôtel niçois. Depuis, aucune nouvelle, disparue comme volatilisée. Hier, sa 3e épouse, une ancienne danseuse de bar de nuit dont il était séparé, a été interpellée à Cannes. Elle aurait avoué avoir participé au meurtre de son époux en compagnie de son frère. Elle a été présentée au juge d'instruction du tribunal de Grasse qui l'a mise en examen pour complicité d'homicide volontaire et écroué. Son frère, qui vit à Munich en Allemagne, a également été arrêté. Il devrait bientôt être transféré en France et mis en examen pour homicide volontaire. Y a-t-il eu altercation, bagarre? Où se trouve le corps de la victime? Pour l'instant, la justice n'a pas détaillé les circonstances de la mort du comte. C'est un nouveau procès de la pédophilie qui s'ouvre la semaine prochaine à Angers. 66 hommes et femmes vont être entendus dans la plus grande affaire jamais jugée en France. Leurs victimes, 45 enfants âgés de 6 mois à 15 ans au moment des faits. Une salle spéciale a été construite pour ce procès qui devrait durer 4 mois. François Privat et Philippe Ritten. Au palais de justice d'Angers, des geôles et une salle d'audience construite spécialement pour juger 66 personnes. 39 d'entre elles, dont 13 femmes, sont accusées de proxénétisme aggravé et de viol sur mineurs de 15 ans dans la plus vaste affaire de pédophilie mise au jour en France. La réalité de ce dossier, ce sont plutôt des clans familiaux ou amicaux qui ont des liens entre eux et qui font profiter, le terme est absolument répugnant mais c'est malheureusement celui qui correspond, eh bien, leurs amis, frères, voisins des abus sexuels sur les enfants. Un appartement du 2e étage de cet immeuble d'Angers a été le théâtre de viols et d'agressions sexuelles. Des voisins s'étaient plaints d'une famille bruyante qui recevait de nombreux visiteurs, parfois accompagnés d'enfants. Souvent, on ne faisait pas attention parce que malheureusement, on était habitués. Il y a même des fois des gens qui attendaient assis là devant la porte parce qu'ils n'étaient pas là. Généralement, les enfants étaient prostitués pour de l'argent et parfois contre des colis de la banque alimentaire ou des paquets de cigarettes. Les faits se sont fréquemment déroulés dans des quartiers défavorisés d'Angers. Cette femme a hébergé l'un des accusés, déjà condamné pour viol et agression sexuelle sur mineurs. Selon elle, l'homme qui refusait de prendre ses médicaments ne se contrôlait pas. Il prenait souvent la petite sur ses genoux et puis il était toujours à la toucher, à y faire ça et puis à y soulever un petit peu sa robe. Et la petite, elle est marquée selon vous? Ah ben elle est marquée. Quand on l'habillait, elle n'ose même plus qu'on y touche.
Les effectifs de police n'ont reçu du renfort qu'après 11 mois d'enquête. Des individus masqués qui ont abusé des enfants n'ont pu être identifiés. Toutes les photos et vidéos citées par les accusés ont disparu. Et les collègues étaient que 3 au départ sur cette enquête et ils étaient surtout pas déchargés du tout venant qui incombe à une brigade des mineurs. Donc ça a été vite la saturation. On manquait de choses toutes simples, on manquait de véhicules pour aller faire les perquisitions ou les interpellations. Ce procès hors norme débute jeudi prochain alors que l'enquête de police n'est toujours pas bouclée. À Nantes, l'immeuble du Tripode qui abritait les services administratifs a été détruit ce matin, situé sur l'île de Nantes et haut de 70 mètres. Ce bâtiment s'est effondré en 13 secondes. 11 mois de travaux ont été nécessaires pour désamianter l'immeuble et installer les explosifs. 20 000 tonnes de béton et d'acier se sont effondrées. Au Salon de l'agriculture, de nouvelles espèces d'animaux de ferme apparaissent. Exemple avec l'autruche. Ils sont aujourd'hui 160 éleveurs en France, car la viande de ce grand volatile rencontre un certain succès. Laurence Decherf et Frédéric Faure se sont rendus dans un élevage dans les Landes. Le regard vif, le cou bien droit, l'allure, tout est dans l'allure. Pas question de faire l'autruche, quand on est star, il faut assurer devant tous ces paparazzis. Ce drôle d'oiseau a fait son apparition dans les élevages français il y a un peu plus de 15 ans. C'est en cherchant un produit original que ces éleveurs ont fait le grand saut. Quand certaines autruches préfèrent prendre leurs pattes à leur cou, d'autres coulent des jours heureux. Chaque année, les éleveurs espèrent bien que ce bonheur portera ses fruits. Aujourd'hui, c'est l'heure de ramasser les premiers œufs. Entre mars et septembre, elle en pond entre 40 et 60, ça dépend des femelles. Et là, on arrive à avoir 30 petits. Car tous les œufs ne donneront pas de petits autruchons. Il faudra les couver artificiellement dans un incubateur. C'est un appareil qui chauffe, qui monte en température et à 35 degrés Celsius. S'ils sont fécondés, ils restent jusqu'au 40e jour. Et ceux qui sont non fécondés, je les enlève. Ici, on élève ces grandes volailles jusqu'à 14 mois. Mais on s'occupe aussi de l'abattage, de la découpe et de la fabrication des produits finis. Toute cette partie-là, c'est toute la viande qui est en steak et en filet, qui est consommable directement. Et tout ce qui est dans le mollet, c'est toute la viande en transformation. Transformation en saucisson, rillettes ou autres sautés d'autruche. Mais le meilleur, c'est le steak ou le pavé. Une viande maigre de plus en plus recherchée, 2 fois moins calorique que le bœuf. Je vends autant d'autruches comme je vends d'entrecôtes, de faux filets, de magrets, voilà, à peu près une vingtaine de kilos, on va dire, par mois. Une chair tendre qui a dépassé le phénomène de mode et continue de conquérir les amateurs de viande. L'escalade de cascades de glace est un sport à haut niveau. Ce week-end, à haut risque, ce week-end en Suisse, 2 Français ont été tués, un autre grièvement blessé en se livrant à cet exercice. Et au même moment, dans les Pyrénées, dans le cadre magnifique du cirque de Gavarnie, se déroulaient précisément les rencontres internationales de cette discipline, où évidemment les questions de sécurité ont été évoquées. Vanessa Rouet et David Bress. Le cirque de Gavarnie, une montagne et une muraille tout à la fois, disait Victor Hugo. Aujourd'hui, le plus grand site de cascade de glace d'Europe. Ce week-end, la rencontre avec les 100 meilleurs grimpeurs du moment. Frisson garanti. C'est extraordinaire de les voir faire. Personnellement, je ne le ferais pas parce que j'aurais un peu peur. La peur, l'adrénaline qui les pousse à défier ces monstres de glace de plus de 300 mètres de haut. Seuls artifices essentiels, une cordée, un piolet, des crampons, pour une sécurité maximum. C'est une forme d'escalade très particulière du fait qu'on évolue sur un milieu changeant, un milieu qui est sans arrêt en évolution, on peut dire en mouvement, et qui rend l'escalade tout aussi belle et aussi magique. Et un truc de 2 mètres qui est prêt à partir, 2 mètres de haut, là, un bout de glace. D'accord. S'il part, je te prends dessus, celui-là, t'es propre. Alors comme ça, je vais mettre le casque, ça ira mieux. Si depuis 5 ans la discipline se démocratise, elle ne s'improvise pas. Même pour les plus chevronnés, à tout moment, la paroi de glace dicte sa loi. Ça a l'air facile, mais vous voyez, il y a un porte-à-faux par rapport au point avant de ses crampons. Et donc il n'a pas l'air, mais sur les bras, il tire un maximum. Pas de blessés aujourd'hui à Gavarnie, mais vendredi dernier, en Suisse, une plaque de neige a tué 2 grimpeurs de Haute-Savoie. Un 3e est dans un état grave. Amateur, s'abstenir.
Le salon du tuning se tient au parc des expositions du Bourget jusqu'à demain. C'est le rendez-vous des extravagances automobiles. Alors vous le voyez, écran de télévision, jantes chromées, ailerons surdimensionnés, sonos surpuissantes s'exhibent. Certains se donnent même en spectacle avec des dérapages et des accélérations. Ça se passe au Bourget, c'est réservé aux professionnels. Et évidemment, c'est un exemple à ne pas suivre. Les industriels français se passionnent pour la voiture électrique. Vincent Bolloré vient de griller la politesse à son rival Serge Dassault, qui lui aussi présentera au Salon de Genève un modèle électrique la semaine prochaine. Car voici en avant-première pour France 2 la Blue Car de Vincent Bolloré, conçue par le père de la Renault Espace, Philippe Guédon. Explication Luc Bazizin et Yann Moine. Premier tour de roue pour ce que l'on appelle un mulet. En fait, un véhicule laboratoire qui sert de référence à la conception d'une nouvelle voiture. Écoutez ce silence. C'est la caractéristique du moteur électrique. La Blue Car est un concentré d'énergie. Ce modèle fabriqué dans l'usine bretonne du groupe Bolloré près de Quimper démontre la viabilité des batteries à haute performance, lithium, métal, polymère. 5 fois plus légères que les traditionnelles batteries au plomb, entièrement recyclables, durée de vie estimée à 10 ans, rechargeable en 6 heures à partir d'une prise de machine à laver. Celui qui a inventé la Renault Espace, l'ancien patron de Matra Automobile, a conçu dès le départ la Blue Car pour être électrique. Elle est construite autour de la batterie qui est sous le plancher, ce qui a plusieurs avantages. Ça permet de baisser le centre de gravité de la voiture, ce qui est bon sur le plan de ses qualités routières et de tenue de route. Et elle est extrêmement compacte parce que la propulsion électrique prend moins de place que la propulsion thermique. Seulement 3,05 m avec 3 places à l'avant et 2 strapontins à l'arrière. Son autonomie est d'au moins 200 km et la vitesse de pointe d'environ 130 km/h. Le groupe Bolloré cherche des constructeurs pour lancer la fabrication en série de son prototype. Mais il faudra aussi trouver des clients puisque la voiture électrique ne représente aujourd'hui que 0,04% de notre marché automobile. À Milan, l'autre capitale de la mode vestimentaire, cette fois, les collections de prêt-à-porter viennent de s'achever. Et cette année, les plus grandes maisons de luxe italiennes sont venues demander aux artisans français leur savoir-faire. Une façon de reconnaître encore une forme de suprématie française dans la mode. Reportage Estelle Collin et Emmanuel Morel. Alors, quand on regarde ce manteau, c'est très joli. Regardez! Pour le mouvement, c'est joli, hein? Comme au théâtre, la veille d'une générale, tous sont un peu fébriles. Et puis, bien sûr, comme au théâtre, à la dernière seconde, évidemment, tout est prêt. Plus de 150 heures de travail et voilà le résultat. À Milan, sous l'œil de la presse internationale, voilà ce que l'on pouvait admirer chez les stars de la mode italienne, les Dolce & Gabbana. Bien qu'on en mette 2-3 plumes. Et oui, après avoir conquis le marché asiatique et américain, ce sont les Italiens qui ont succombé à l'excellence du savoir-faire des artisans français. Cocorico. On a fait appliquer les étrangers chez nous, et dont les Italiens, qui étaient très prisés des créateurs français, les Italiens ne font pas faire chez eux, ils viennent faire chez nous. En fait, de 300 plumassiers, il y a 50 ans, il n'y en a plus qu'un aujourd'hui. Dans ces réserves des trésors, le butin de 1000 volières accumulées depuis plus d'un siècle. L'ophophore, oiseau de paradis, merle du Gabon, des espèces protégées totalement introuvables dorment ici dans ces tiroirs. On en a racheté d'autres à des fabricants qui avaient fermé, on a racheté tous les vieux stocks qui pouvaient exister, mais enfin maintenant on ne peut plus les acheter. On va plutôt aller vers ça pour garder. À l'ombre des podiums, ces fournisseurs d'élite, police, brode, couses, tisses, vêtements et accessoires des plus grandes marques du monde. On aime quand même penser que personne d'autre sait faire ça. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même pas loin d'être vrai. Hein. Pans, pigeons, faisans dorés, canards de Barbarie, bouvreuils, tous attendent pour revivre le bon plaisir de la mode. Et voici maintenant l'histoire d'une espèce très prisée, et pas simplement sur les plages, l'été, ou sur les écrans noirs du cinéma. Les blondes, non pas d'Aquitaine ou de Virginie, seraient, et oui, vouées à disparaître. Ce gène tant moqué se raréfie, et bientôt, il faudra protéger les blondes. Enquête, Jean-Jacques Dufour et Jean-Louis Melin. Homme de pub, le responsable de ce spot s'appelle Bruno Lacoste. Dites-moi Bruno, vous n'aimez pas les blondes? Je dirais pas ça si directement. On a eu l'idée de faire cette série de petits spots
une terrible méchanceté pour vendre le nom de notre agence, qui s'appelle Brune, tout simplement. Et on a choisi de surfer, disons, sur cette espèce de mode, sur les blagues entre les brunes et les blondes. Lancée aux États-Unis, la mode perdure. Après Internet, c'est maintenant la BD. Vous les avez récupérées où, vous, celles que vous avez mis dans le bouquin? Bouche à oreille, Internet, les copains. Moquée d'un côté, adulée de l'autre, la vie des blondes n'est quand même pas devenue un enfer, comme le confirme cette jeune femme qui s'est glissée dans la peau d'une blonde pour écrire sur le sujet. Je me suis teint les cheveux en blonde pour ce livre. Ça a été une expérience formidable. Les gens étaient très sympas avec moi et les blondes que je croisais dans la rue, des inconnus, me souriaient comme si je faisais partie d'un club. Dans son bouquin très documenté, Johanna raconte que l'histoire de la blondeur se confond avec celle de la teinture. Ça commence sous l'Antiquité avec les Grecs et les Romaines. À l'époque, pour ressembler à la déesse de l'amour, une blonde, on utilise beaucoup la graisse de chèvre et la fiente de pigeon. Si la recette est désormais abandonnée, enfin je l'espère, le marché du blond continue de prospérer, c'est même un marché en or. Pourquoi elles veulent devenir blondes? Vous savez, c'est rare qu'une femme entre dans le salon en me disant « je veux refoncer ». Elles veulent toutes illuminer leur visage, c'est ce qu'elles disent. Il y a un côté aussi sensuel et sexuel qui plaît beaucoup dans le blond. C'est vrai que le blond, c'est vraiment quelque chose qui marche et c'est une demande récurrente. Vous avez jamais pensé vous faire teindre en brune? Non, non jamais, je me reconnaîtrai pas. On la comprend surtout quand on sait que 85% des femmes pensent que les hommes préfèrent les blondes. C'est une étude américaine. Pourquoi ne jouez-vous plus? Vous le savez bien. Pourquoi? Parce que maintenant, je vais vous prendre dans mes bras, vous embrasser. Je sais pas si les hommes préfèrent les blondes. Il y a des mythes, il y a des mythes. Brigitte Bardot, Marilyn Monroe... Elles vous ont fait rêver? Oui. Elles sont blondes, mais est-ce que c'est des vraies blondes? Non, je pense pas. Hein. C'est une vraie blonde intelligente, c'est une brune. Hein. Cette réflexion m'amène à vous dire que les vraies blondes sont justement très rares. C'est une question de logique génétique. Hein. Il y a à peu près une blonde pour 1000 brunes dans le monde, hein, on entend. Alors évidemment, vous avez des pays où c'est beaucoup plus, c'est 10, 15 blondes, comme par exemple les pays scandinaves. Mais en plus de ça, il y a de moins en moins de blondes dans le monde. Et tous les généticiens sont d'accord pour dire que dans 200 ans, la blonde deviendra complètement exceptionnelle. Il n'y aura plus de blonde. Oui, ça va devenir rare. Mais je pense que je serai plus ici quand ce serait le cas. Alors je ne vais pas profiter de cette rareté. Les blondes balayées, c'est triste, mais ça n'étonnera pas les coiffeurs. Toujours à propos de malheur, je suis obligé de vous dire que les hommes préfèrent les brunes. Vous dites quoi? Que c'est des menteurs. Vous pensez qu'ils disent pas la vérité quand ils disent préférer les brunes? Ils aiment les femmes en général, blondes, brunes, rousses, voilà. Non? Non, non, ce qui compte, ce n'est pas la couleur, c'est la beauté intérieure. Bien sûr. Drôle d'ambiance à la cérémonie des Césars. Si le joli film d'Abdelatif Kechiche rafle 4 trophées, en revanche, les 2 favoris de la soirée, les choristes à un long dimanche de fiançailles, ont été pratiquement oubliés du palmarès. Oublié aussi Benoît Poulvorde, pourtant favori dans son rôle formidable de podium. Compte rendu de la soirée, Marie Jojoin et Sébastien Lafargue. Et Abdel, maintenant ça va être ta fête. Je sais que t'aimes pas que je fasse la faillotte, mais alors ce soir, ça va être ton soir. La gouaille d'une actrice de 18 ans, Sarah Forestier, César du meilleur espoir féminin pour l'esquive. Et l'émotion de son réalisateur, Abdelatif Kechiche. L'esquive. Un film à très petit budget, la surprise de la soirée. 4 trophées, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur, ont récompensé l'histoire de ces jeunes lycéens de banlieue, répétant une pièce de Marivaux. Quoi, c'est pareil, c'est pas pareil. L'auteur il marque sur votre bouche avec la mienne et on n'est pas là pour changer les textes, mon frère. Et quand la réjouissance est là, alors savoure-la. Je savoure. La victoire de David contre Goliath. 12 fois nommé, le long dimanche de fiançailles de Genet semble avoir été boudé par la profession. Seulement 5 Césars, dont celui du meilleur espoir masculin pour Gaspard Ulliel. Même sort pour les choristes. 2 statuettes pour 8,5 millions de spectateurs. Meilleur son et meilleure musique. Autre surprise de la soirée, la consécration de la Yo-Yo des Deschiens pour Quand la mer monte de Gilles Porte. Également César du meilleur premier film. Un film porté pendant plus de 5 ans avant de voir le jour. Merci beaucoup. Mathieu Amalric. Et comme le film intimiste avait décidément la cote, c'est Mathieu Amalric qui a été sacré meilleur acteur pour son interprétation dans Roi et Reine d'Arnaud Desplechin. Voilà, de se retrouver là,
Oui, je suis heureux parce que la vie est pleine de surprises. Comme cette 30e cérémonie où n'ont été oubliés ni les otages en Irak ni les intermittents, un curieux mélange d'innovation, de sérieux, ponctué par l'humour d'un Gad Elmaleh très en forme. Pour tous les nommés qui n'auront pas de César cette année, une cellule psychologique a été mise en place. Et en effet, au cours de cette soirée, hommage a été rendu à notre consoeur Florence Aubenas et à son guide-interprète Hussein Hanouna Al-Saadi, disparu en Irak depuis 53 jours maintenant. Ce matin, l'équipe des choristes est embarquée pour Los Angeles, où ils sont sélectionnés pour les Oscars dans la catégorie meilleur film étranger et meilleure musique. Et pendant ce temps, à Hollywood, on époussette les fauteuils du Kodak Theater, où 3000 invités triés sur le volet sont attendus pour cette 77e cérémonie. Parmi les favoris, Aviator, le film de Martin Scorsese, réalisateur 5 fois sélectionné, jamais récompensé, cette fois-ci peut-être. Les Neville Brothers viennent de se produire à Paris, un événement à l'occasion de la sortie de leur nouvel album. Le premier depuis 6 ans, les Neville, depuis 30 ans, défendent le son de la Nouvelle-Orléans plein de soul et de funk. Olivier Lenunza et Thierry Breton. Yellow Moon, la chanson qui offrit aux Neville Brothers une seconde jeunesse à la fin des années 80. Les Neville Brothers, 30 ans de carrière, 14 albums enregistrés. Chaque année, les 4 frères de la Nouvelle-Orléans donnent une centaine de concerts dans le monde. Ils circulent dans leur bus. Cela semble anodin et pourtant, les Neville Brothers ont connu le temps de la ségrégation raciale. Dans les années 50, quand ils voyageaient, ils devaient s'asseoir là où les Blancs l'avaient décidé, au fond. Les années ont passé. La démarche est un peu moins souple, mais les doigts toujours aussi agiles. Mes instruments sont un peu comme mes amoureuses, comme mes enfants. Ce sont des acteurs qui parfois jouent juste. Écoutons celui-ci. Charles côtoya pendant des années John Coltrane, Charlie Parker, Sonny Rollins. Les Neville Brothers, une famille. Yvan, le neveu de Charles, le fils d'Aaron, a rejoint le groupe. Je suis honoré, je suis un privilégié. Il est difficile d'exprimer par des mots ce que je ressens. Le fait de jouer avec ces types. Ça transpire la funk, respire la soul. Il y avait les frères, maintenant les enfants. Avec les Neville, le son de la Nouvelle-Orléans n'est pas prêt de s'éteindre. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, la météo Patrice Drevet. 20h50, LA Confidential avec Kim Basinger. Minuit 30, le journal de la nuit Jean-Claude Renaud. 7h40, dans les 4 vérités, Gérard Leclerc reçoit Pierre Méhaignerie, président UMP de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. 13h, Benoît Duquesne. 20h, Carole Gessler. Et demain soir, en deuxième partie de soirée, complément d'enquête sur la folie meurtrière et le traitement des grands serial killers. Excellente fin de soirée sur France 2. Bonsoir.